Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Le Code du tourisme fixe les règles de l'Organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Chaque mois, avec Chloé Rezlan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Chloé. Bonjour François. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Il fait pas trop froid chez toi? Écoute, il fait plutôt doux et on a un soleil radieux. Ok. Donc, chez nous, ça pique. Ah bon? Ouais. Viens à Paris, hein. Je vais venir me réchauffer à Paris. Voilà. Ok. On est sympa. Dis-moi, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je connais très peu. Mais qui m'intéresse beaucoup, le décret tertiaire. Et oui, le décret tertiaire ou le dispositif éco-efficacité tertiaire. Ça veut dire quoi exactement? C'est quoi l'objectif? Alors, ce décret tertiaire, c'est un décret qui impose une réduction des consommations énergétiques progressives des bâtiments tertiaires. Donc, c'est une nouvelle réglementation. Alors, elle est plus si nouvelle que ça, puisque ça date de 2018, la loi Elan. Et après, c'est un décret de 2019. Mais on est sur une application très progressive, comme c'est souvent le cas. Donc, il y a eu un début d'application jusqu'en décembre 2022. Et on va voir un peu dans le temps comment ça fonctionne. Et donc, l'idée, c'est de réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaire de 40% d'ici 2030, de 50% d'ici 2040 et de 60% d'ici 2050. Voilà, et c'est donc désormais inscrit dans le code de la construction et de l'habitation. On ne parle pas que du code du tourisme ici. On varie un peu et l'objectif c'est donc de réduire la consommation énergétique finale du bâtiment par rapport à une année de référence qui ne peut pas être antérieure à l'année 2010. Donc on fixe une année de référence et on essaye de réduire la consommation. C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on doit y arriver. Alors, ça concerne qui alors? Pas rien. Alors, ça concerne qui? Ça concerne les propriétaires et les locataires, les deux, de bâtiments tertiaires. Et il faut que ce soit des bâtiments tertiaires quand même de plus de 1000 m². Donc on n'est pas sur les tout petits bâtiments, il s'agit ici de la consommation énergétique de plutôt gros bâtiments. Après, c'est pas parce que vous êtes propriétaire ou plutôt locataire d'une partie d'un bâtiment de 1000 m², c'est-à-dire que vous avez moins de 1000 m², le bâtiment, si lui il fait plus de 1000 m², il est concerné, donc vous êtes concerné. Donc il n'y a pas que, par exemple, des groupes hôteliers qui auraient des bâtiments de plus de 1000 m² qui sont concernés ici. Un exploitant de locaux professionnels pour une agence de voyage, par exemple, si le bâtiment fait plus de 1000 m², même si vous avez que 200 m² dedans, vous êtes quand même concerné. Parce que c'est aussi bien les locataires que les propriétaires. Il y a une sorte de co-responsabilité. Alors, on va dire que de prime abord,
c'est plutôt les propriétaires qui devraient être responsables des gros travaux, évidemment, de rénovation, et les locataires de la réduction de leur consommation à l'intérieur du bâtiment. Parce que, évidemment, il faut améliorer la performance énergétique des bâtiments et puis faire évoluer le comportement des occupants pour une consommation plus responsable de l'énergie. Mais, à partir du moment où on parle de baux commerciaux, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les contrats. Donc faites attention à ce qui peut figurer dans votre bail commercial, par exemple. Donc ça veut dire que d'un aspect structure, c'est à la charge du propriétaire, et d'un aspect gestion des énergies dans le quotidien, c'est à la charge de l'exploitant, c'est ça? Alors pas exactement, ça serait logique que ce soit comme ça. Ce que dit la loi, c'est l'article 606 du Code civil, c'est qu'il n'y a que les très grosses réparations qui concernent vraiment la structure de l'immeuble loué qui sont automatiquement à la charge du propriétaire. Le reste, ça dépend de ce qui est négocié, finalement. C'est-à-dire que les autres dispositions sont pas d'ordre public, donc il est possible que dans les baux commerciaux, dans votre bail commercial, il soit prévu que toutes les autres réparations soient à la charge du locataire, par exemple. Donc, il faut quand même faire attention et discuter entre propriétaires et locataires de qui fait quoi dans le cadre du décret tertiaire, qu'est-ce qu'on met à la charge de qui, quels sont les travaux qui sont projetés pour la réduction de la consommation sur le bâtiment. Donc, est-ce qu'il y a pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, est-ce qu'il y a des travaux, par exemple, d'isolation qui sont prévus, à la charge de qui, quel montant? Et puis après, comment on réduit la consommation à l'intérieur du bâtiment, qu'est-ce qu'on met comme équipement et à la charge de qui. Donc c'est vraiment un point dont il va falloir, je pense, discuter, et c'est pour ça que c'est important d'en avoir conscience, parce qu'aujourd'hui, je vois trop peu déjà de clients qui sont au courant et trop peu de mentions spécifiques dans les baux commerciaux. Donc c'est quand même un terrain vague, quoi, je veux dire, avec Oui. beaucoup de liberté plus ou moins à définir quelles sont les obligations de chacun, mais malgré tout, il n'y a pas vraiment de ligne directrice qui permettent de faciliter cette négociation, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, il y a des grands principes posés par la loi, mais il y a une grande liberté contractuelle entre les parties quand il s'agit de baux commerciaux. Donc, il faut quand même vérifier ce qui est prévu dans votre contrat, et probablement rien sur ce sujet spécifique. Donc, essayez de comprendre finalement quels sont les travaux de manière générale à la charge du propriétaire, à la charge du locataire. Et puis, on peut aller plus loin, parce qu'en fait, comment ça se passe qu'est-ce qu'instaure exactement ce décret tertiaire? Il y avait une obligation de déclaration on avait jusqu'au 31 décembre 2022 pour déclarer sur une plateforme qui s'appelle Opéra un certain nombre d'informations relatives finalement à l'immeuble. Et sauf que certains l'ont pas fait, puisque encore une fois, je trouve que c'est encore bien méconnu à la fois de la part des exploitants, des occupants et des propriétaires, cette obligation-là. Donc là, il va y avoir une période de mise en demeure adressée par l'administration, généralement plutôt aux propriétaires, et donc il va falloir répondre, et donc il va falloir se régulariser et se mettre en conformité. Mais après, il y a tout le suivi, c'est-à-dire qui va être interlocuteur de l'administration, qui fait quoi sur ce dispositif tertiaire, décret tertiaire, qui va discuter avec l'administration, qui va saisir les informations sur la plateforme Opéra, ou qui l'a fait, qui va suivre les informations collectées, qui va s'occuper de quoi pour initier les démarches, c'est-à-dire qu'encore une fois, s'il y a des travaux à faire, qui s'occupe de la démarche, qui paye, parce qu'on peut très bien prévoir que c'est par exemple l'exploitant, le locataire, qui fait faire les travaux, les démarches, mais le propriétaire qui paye, c'est possible aussi. Quelle périodicité de rencontre pour suivre les évolutions de chaque partie prenante? Est-ce que chacun a bien fait ce qu'il devait faire dans les délais? Voilà, donc tout ça, c'est quand même des choses dont il va falloir discuter rapidement, parce qu'encore une fois, la première échéance, elle arrive assez vite finalement. 2030, c'est demain sur ce genre de problématique. Et donc, cette mise en demeure, quelles sont les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences? Loi? Il n'y a pas eu... C'est intéressant parce que il y a quand même un peu un système de name and shame malgré tout avec ce dispositif-là.
Si on n'a pas transmis les données sur la plateforme et que du coup il y a une réception d'une mise en demeure et il y a 3 mois pour transmettre les éléments normalement. C'est ça que prévoit le décret. À défaut, l'État pourra procéder à la publication sur un site internet dédié des mises en demeure restées sans effet et donc finalement de venir dénoncer finalement les mauvais élèves publiquement. Donc ça, c'est la première conséquence, c'est que on peut se retrouver sur le site internet en tant que mauvais élève n'ayant pas répondu à la mise en demeure, donc c'est assez intéressant. Et puis, si finalement l'objectif il est pas respecté, il y a une mise en demeure de produire sous 6 mois un plan d'action capable de réduire les consommations d'énergie, les consommations énergétiques, et ensuite une deuxième mise en demeure avant publication sur le site web, puis une amende administrative qui pourrait être demandée, qui va de 1 500 € pour les personnes physiques à 7 500 € pour les personnes morales. Pour l'instant, c'est ça qui est prévu. Donc il y a 2 mises en demeure, une publication sur un site internet disant qu'elles sont restées sans effet, et une amende administrative possible. Alors, il y a une déclaration qui doit être faite donc par rapport à sa performance énergétique de son bâtiment actuel. Oui. Ensuite, on doit l'améliorer. Et est-ce que c'est contrôlé? Oui. Et si c'est le cas, de quelle manière? Alors, ça va être contrôlé. On avance encore un peu pas à pas. Hein, c'est-à-dire qu'on a plusieurs échéances. La première, elle est en 2030. Il me semble pas qu'il y ait d'échéance intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai rien vu passer sur une obligation d'expliquer pas à pas le plan d'action, même si en réalité, via la plateforme Opera, normalement, il doit y avoir quand même un dialogue avec l'administration sur ce qui est mis en place. Donc ça va être intéressant de suivre au fur et à mesure ce qui est mis en place. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer dès maintenant et préparer déjà le plan d'action 2030, puisqu'on va vous demander le plan d'action 2030 et donc pas à pas pouvoir expliquer le plan d'action et ce qui a été mis en place au fur et à mesure, parce que via la plateforme, il va falloir quand même, a priori, donner un certain nombre d'indications au fur et à mesure malgré tout. Mais j'ai pas encore de détails sur à chaque fois les échéances. Je pense qu'il y aura quand même du cas par cas en fait. Et est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est pas défini s'il y a audit ou pas, mais que ce contrôle se fait sur l'honneur? C'est une bonne question. Pour moi, il y a pas il y a un audit qui doit être fait, effectivement, de la part des différentes parties. Est-ce que l'administration se déplace, parce que c'est ça en fait qu'il faut savoir, est-ce que l'administration se déplace pour faire son propre audit? Je sais que il y a un cadre normatif, il y a une norme de référence, une méthodologie à suivre pour mener son audit énergétique. Est-ce qu'il doit être mis en place peut-être par un tiers? L'idéal, c'est quand même, en tant qu'entreprise commanditaire, de faire appel à un auditeur externe pour analyser sa consommation, puisque évidemment, on n'est pas forcément en capacité. Il y a des normes à suivre dans l'audit. Donc, pour ce faire, généralement, ce qui doit être fait, et ce qui se fait, c'est faire appel à un auditeur externe qui a les compétences pour auditer avec un prestataire extérieur, un bureau d'études, qui a les compétences pour mener l'audit selon les normes qui sont fixées par le décret. On peut pas juste déterminer sa propre consommation comme ça au doigt mouillé. Il y a quand même un certain nombre de règles à respecter. Donc, qu'on soit bien d'accord avec ce décret, c'est une invitation aux propriétaires et aux exploitants de se retrouver, de parler ensemble, de redéfinir les critères du baux commercial. Oui. Et ensuite, vraiment, de travailler ensemble pour améliorer la performance énergétique du bâtiment et répondre aux objectifs fixés par l'État. Donc, tu disais, c'est moins 40% en 2030, et tu as tout à fait raison, c'est demain. Et ensuite, ça vient vite. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi des questions de sensibilisation, de formation de ses collaborateurs, de ses salariés, pour que tout le monde puisse travailler dans la même direction pour répondre à ces objectifs fixés par l'État. C'est ça, c'est-à-dire que la première chose, c'est effectivement de discuter ensemble entre propriétaires et exploitants pour savoir qui fait quoi, qui a quelle charge, quels travaux, quel plan d'action,
réaliser l'audit et voir où est-ce qu'on va déjà pour 2030, puis 2040, puis 2050, parce que c'est un plan d'action en 3 étapes finalement. Mais déjà 2030, ça vient vite, 40% en 2030, c'est beaucoup. Et les rôles de chacun, à la fois dans ce qui va être rénovation éventuelle du bâtiment, et puis évidemment consommation. Donc c'est très juste ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même former ses salariés, et en faire un sujet majeur, puisque toute personne qui va être dans les locaux est concernée finalement indirectement, et pas responsable, mais on va devoir responsabiliser toutes les personnes qui vont utiliser l'énergie au sein du bâtiment. Donc effectivement, il va falloir, et il aurait fallu peut-être déjà le faire en amont si c'est pas le cas même, se réunir, discuter et déterminer encore une fois quelle responsabilité pour qui, et puis quelle tâche pour qui, quel suivi, et quelle modalité de mise en œuvre en fait au quotidien aussi. Puis ce que je vois aussi de positif dans cette démarche, même si dans sa construction elle est quand même pas forcément facile et digeste pour aussi bien les propriétaires que les exploitants, cette formation de ces salariés justement à la gestion de la consommation énergétique c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser chez eux dans leur quotidien, et que ça peut avoir aussi un impact positif sur leur facture énergétique à la maison. Absolument. Et il y a pas mal il y a quand même pas mal aujourd'hui de choses qui sont mises en place. Alors là, on sort un petit peu du juridique, mais je sais qu'il y a des accompagnements qui sont possibles. Il y a pas mal de prestataires qui proposent cet accompagnement. Alors après, faut voir, évidemment, c'est toujours pareil, c'est la question du coût, hein. Mais c'est de toute façon un accompagnement qui est nécessaire, qui aujourd'hui est obligatoire de réduire sa consommation, donc il faut voir comment. Et si on n'a pas les clés, il faut s'armer, et armer aussi toute personne susceptible de consommer de l'énergie dans son bâtiment. Et effectivement, c'est peut-être un cercle vertueux, puisqu'on le retrouvera dans les foyers aussi, qui sont a priori pas concernés, même pas concernés du tout, puisqu'on n'est pas sur des bâtiments à usage tertiaire, mais d'habitation. Mais ça peut être très positif d'étendre finalement ce qu'ils auront appris pour le bâtiment au bureau chez eux. Voilà, moi c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette loi, c'est vraiment la possibilité, l'opportunité de pouvoir engager tout le monde dans cette démarche, parce que c'est pas seulement les entreprises qui vont faire changer les choses, c'est nous tous citoyens pour faire avancer. Très bien. C'est ça. Et pour répondre aussi aux enjeux climatiques et énergétiques. Tout à fait. Donc on le voit, hein, y a quand même des choses qui se font. Alors après, on peut trouver ça trop timide ou pas, mais là, bon, en tout cas, sur les bâtiments à usage tertiaire, on est quand même sur des réductions de consommation qui sont, je trouve, assez conséquentes, dans des délais qui semblent assez raisonnables, avec les étapes et le suivi via cette plateforme Opéra. Donc c'est digitalisé. L'idée, alors on verra comment ça fonctionne, parce que là on est au tout début du lancement de cette plateforme. Là, ça vient d'être déclaré, donc on va voir quel est vraiment le suivi sur cette plateforme par les gestionnaires, par l'administration, pour avoir un peu une évaluation annuelle a priori de la performance énergétique et des évolutions. Il y a ce lien qui se veut fluide entre l'administration et les opérateurs. On va voir comment ça se passe en pratique, en espérant que ce soit à la hauteur des promesses qui sont aujourd'hui données. Voilà. Et qui doivent être portées par chacun d'entre nous. Voilà. Tout à fait. Bien. Merci beaucoup, Chloé. Avec plaisir. Merci beaucoup, parce que c'est un sujet dont moi j'avais pas du tout connaissance, et je trouve que c'est très intéressant. Et pas grand monde, hein. Enfin, après c'est un sujet qui est technique, tu vois, c'est-à-dire que tout ce qui va être sur l'audit, etc. Là on est c'est un sujet qui est compliqué. Honnêtement, rien que faire l'audit énergétique, c'est un investissement, c'est pas simple. Les objectifs sont là, mais ça reste quand même assez flou. Mais c'est là, quoi. C'est là, et c'est une obligation. Et ça y est, c'est mis en place, et la plateforme, elle est opérationnelle. Et il y a déjà des sanctions qui sont prévues. Donc moi, je suis surprise, parce que j'ai même moi, dans mes clients, j'ai des exploitants d'hôtels, mais qui exploitent genre 15 hôtels, tu vois. Et ils ont jamais entendu parler de ce décret. Exactement.
Mais en fait, comment c'est possible? Parce que ça les affecte, mais direct, quoi. Ils ont des résidences hôtelières, au ski, avec des performances énergétiques qui sont horribles. Enfin, tu vois. Donc, pour le coup, c'est vraiment pas neutre, quoi. Et ils en avaient pas connaissance. Et quand j'ai entendu ça, là, c'était il y a un mois, quand on en a parlé, je me suis dit, mais faut le mettre dans le podcast, parce que c'est pas possible que les gens aient pas connaissance de ce décret. Bien sûr. Et puis, imagine quand même au niveau investissement, pour certains bâtiments, ça demande déjà des moyens financiers conséquents. Conséquent, bien sûr. Et donc, là, il y a vraiment une planification à faire. Tout le monde n'a pas les moyens. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui a besoin d'être posé, réfléchi et mis en place. Je pense quand même qu'il y a aussi à prendre en compte les moyens de chaque personne. Et peut-être qu'il y a des aides qui vont venir à côté pour pouvoir accompagner ces transformations. Je crois qu'il y a des aides, ouais. Je crois qu'il y a des aides. Et puis, je sais que, par exemple, je l'ai pas dit parce que, bon, je suis pas certaine, mais j'étais intervenue l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. C'était quand? C'était en octobre. Sur leur journée technique, et il y avait eu un focus justement sur ce décret, sur le fait qu'il fallait déclarer, et il y avait EDF qui était là, et ils ont du coup mis en place tout un service dédié avec, je crois, un accompagnement en partie gratuit, et donc gratuit, et surtout t'es censé avoir un retour sur investissement assez rapide, notamment sur la réduction de la consommation. Et donc, ils étaient là pour expliquer un petit peu ce qu'ils mettaient en place pour les différents acteurs, les aides dont ils pouvaient bénéficier. Donc, voilà, ça vaut le coup de s'intéresser quand même à la question maintenant pour essayer de choper éventuellement des aides ou voilà, il y a certains acteurs qui proposent aussi des choses gratuitement pour savoir où on en est, où on va, tu vois. Bon, ça, on sort un peu de mon domaine et je veux pas dire de bêtises, mais c'est quand même, c'est sûr qu'il y a de l'accompagnement. À partir du moment où il y a une obligation aussi conséquente, il y a de l'accompagnement. C'est obligatoire. Tout à fait. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée. Toi aussi. Et écoute, je t'embrasse et je te dis à très vite. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.